Les travaux de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la réconciliation nationale se déroulent à la satisfaction du gouvernement. C'est ce qui ressort de la rencontre de la commission de rédaction du projet avec le gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué la démarche participative et inclusive qui a prévalu à la rédaction de ce document avant de saluer la vision du président de la transition. Les auditeurs de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali, dite promotion AIS, à la découverte de la 7e institution. Les officiers supérieurs ont pu s'imprégner des missions et du fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La première édition du concert géant de l'année de la culture a tenu toutes ses promesses hier soir sur la place du cinquantenaire, organisée à l'occasion du 25 mai, journée de l'Afrique. Elle a réuni une vingtaine d'artistes du Mali et des autres pays de l'AES. Des démangeaisons suivies de boutons sur le corps, voilà les signes préliminaires de la gale, une infection qui touche la peau. Le parasite de cette infection cutanée peut séjourner pendant 2 à 3 semaines dans le corps avant de se manifester. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je le disais, la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la réconciliation nationale a rencontré aujourd'hui le gouvernement. La rencontre a permis aux deux parties de parcourir le contenu du document qui vise à consolider la paix et à renforcer la cohésion nationale dans notre pays. Visiblement, les travaux de la commission de rédaction se déroulent à la satisfaction du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué la démarche participative et inclusive qui a prévalu à la rédaction de ce document avant de saluer la vision du président de la transition. Reportage Mamari Kouni et Aliou Touri. À quelques semaines de la fin de sa mission, la commission de rédaction du projet de la charte nationale pour la réconciliation nationale rencontre le gouvernement. 3 mois après une première rencontre avec les membres du gouvernement, la commission est venue faire le point de l'évolution de son travail après avoir pris en compte les recommandations faites par le gouvernement. Oui, nous sommes de nouveau devant vous pour vous entretenir de l'évolution de notre mission qui s'achève le 30 juin prochain, conformément au décret 2025-0230 PTRM du 4 avril 2025, par lequel le président de la transition a bien voulu nous renouveler sa confiance et nous permettre d'approfondir le travail entamé. Nous gardons en mémoire très fraîchement les souvenirs de la rencontre précédente à la primature, ici même, entre le gouvernement et la commission. C'était le mardi 25 février dernier, dans un exercice de restitution de nos travaux sur l'avant-projet, et pour lequel vous-même et les membres de votre gouvernement avez eu une oreille attentive, un intérêt remarquable, un apport inestimable en idées et en conseils. Depuis ce jour, à la suite de cette rencontre et celle que nous avons eue dans la foulée avec les autres institutions de la République, les forces vives de la nation, les personnes ressources, nous avons continué nos travaux en prenant en compte les contributions nouvelles en vue d'affiner la rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comprend 105 articles. Ce document de référence rédigé par une cinquantaine d'experts est destiné à consolider la paix et à renforcer la cohésion nationale après plusieurs années de crise. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, a salué la démarche participative et inclusive du président de la commission qui a permis à toutes les parties prenantes de s'exprimer et de faire des propositions et contributions de qualité. La charte pour la paix et la réconciliation nationale résulte de la volonté de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire de la paix et de la réconciliation le socle de la stabilité de notre pays. C'est le lieu pour moi de lui renouveler nos vifs remerciements
et de lui exprimer toute notre gratitude pour son leadership et sa clairvoyance portée sur nos valeurs sociétales qui prônent le vivre ensemble, l'amour de la patrie et la protection du patrimoine national. Il me paraît important encore une fois de souligner que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est destinée à jeter les bases d'une nouvelle ère de concorde, d'entente, de sécurité, de valorisation de nos us et coutumes et de cohésion sociale. Aussi, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre de la Charte après son approbation. Les membres du gouvernement ont eu droit à une présentation des documents, notamment le projet de charte et les différents documents annexes. Les ministres ont salué la qualité du document produit avant de poser quelques questions. Après l'élaboration de ce document, la commission fera sa restitution aux forces vives de la nation et au gouvernement. Le rapport final de la charte sera ensuite remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Je le disais également dans les titres, les auditeurs de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali, promotion AES, à l'écoute du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Occasion aussi pour la 4e promotion de l'EGM, composée de 25 officiers supérieurs, de s'imprégner des missions et du fonctionnement de la 7e institution. La démarche s'inscrit conformément aux objectifs pédagogiques de la prestigieuse école militaire par le modèle politique public. Le point de la session d'échange avec Aridou Matina. L'école de guerre du Mali, haut lieu de formation d'élite militaire, ouvre ses portes à l'une des institutions de la République, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le présent cadre d'échange avec la 7e institution entre dans le cadre des modules d'enseignement de l'école portant sur la connaissance des institutions de la République. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel ayant compétence sur tous les aspects du développement, pour nous, il apparaît opportun, conformément aux objectifs pédagogiques visés par le module politique public, formulation, mise en œuvre et révision, qu'une conférence animée par votre institution trouve toute sa place parmi les séances retenues. La session d'aujourd'hui consacrée au Conseil économique, social, environnemental et culturel renforce l'ancrage de nos officiers aux enjeux globaux du commandement moderne, car il n'est plus de victoire durable sans compréhension fine des dynamiques institutionnelles. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, 7e institution de la République du Mali, incarne cette force d'équilibre et de protection en l'intégrant dans les cursus stratégiques des guerres. Nous consolidons un pilier fondamental de la doctrine malienne de défense. Composé de 25 officiers supérieurs, 5 du Burkina Faso, 5 du Niger et 15 du Mali, les auditeurs de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali, dite promotion AIS, ont ainsi été édifiés par les membres de l'institution, notamment par Brima Amadou Aïdara et Siriki Makasouba, sur l'évolution historique, le cadre juridique et réglementaire, les missions et le fonctionnement du Conseil. La conférence, au-delà du symbolique, concrétise un dialogue fécond au niveau de l'État entre la sphère militaire et civile ou entre défense et développement socio-économique. En ce sens que l'institution collecte annuellement les besoins, les attentes et les problèmes de la société civile et rédige des rapports avec des orientations et des propositions. Plus de 5 millions de nos compatriotes ont besoin d'assistance alimentaire, environ 1,2 million en situation de crise alimentaire, alors que l'État et ses partenaires doivent mobiliser 165 millions de dollars. Ces statistiques ont été rendues publiques lors de la réunion de partage de documents du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire avec les partenaires techniques et financiers tenus cet après-midi au ministère en charge des Affaires étrangères. La mobilisation des partenaire a été apprécié par le chef de la diplomatie qui présidait les travaux. Nous y reviendrons au cours de ce journal avec Alusini Touri. Vous le savez déjà, Bamako abrite depuis la semaine dernière les travaux de l'atelier sur le financement des organisations terroristes dans les États du Sahel organisé par la coalition militaire contre le terrorisme. Vendredi dernier, un panel sur l'apport des ressources naturelles dans le financement du terrorisme a été développé par les experts en sécurité
éviter l'exploitation de l'or comme facteur majeur de l'expansion des groupes et l'utilisation des mines pour le recrutement et la mobilisation des candidats au terrorisme ont fait l'objet d'un échange entre les participants à cet atelier. Pour plus de précision, écoutons le contrôleur principal de police Amara Doumbia, chef de service chargé de la stratégie et de renseignement au CENTIF. Il est au micro de Mamadou Fani. Le terrorisme, c'est une activité très complexe et qui se finance de façon transnationale. Ça veut dire qu'il y a d'autres mains qui peuvent être derrière, d'autres soutiens qui peuvent être derrière, parce qu'il n'y a jamais d'acte terroriste sans un soutien. Mais on a les soucis, c'est comment arriver à appréhender ces personnes-là qui sont en train de financer. Comment détecter des cas de financement du terrorisme. Ça veut dire qu'il faut renforcer la capacité de nos États, des enquêteurs, des autorités de poursuite et d'enquête. Et ensuite, outiller ces structures-là d'outils qui peuvent permettre de détecter des cas de financement du terrorisme. L'argent des terroristes, ça ne passe plus par les canons officiels, c'est-à-dire ce n'est plus par les banques ou bien les systèmes financiers décentralisés où ils vont faire transiter l'argent. Maintenant, leur mode opératoire évolue aussi en fonction du dispositif que l'État est en train de mettre en place. Dans une région, ils peuvent faire détenteurs de magasins ou bien de quincailleries, où les profits qui seront générés dans cette activité seront injectés directement dans leur activité du terrorisme. Donc c'est des nouveaux modes opératoires et ils changent ces modes-là à tout moment. Qu'est-ce que l'État peut faire? C'est encore accentuer les contrôles et cerner tous ces secteurs-là. Aujourd'hui, aucun secteur n'est laissé, n'a été oublié par l'État. L'État a pris des dispositions en prenant un décret pour nommer une autorité. Ça veut dire qu'un responsable dans chaque domaine aujourd'hui, il y a un responsable qui est chargé de veiller à ce que l'argent ne soit pas mis à la disposition des terroristes. Parce que pour lutter efficacement contre ces phénomènes, il faut tarir les sources de financement des terroristes. Les renseignements financiers aujourd'hui et les renseignements sécuritaires vont de pair. Donc nous, c'est un éveil de conscience pour interpeller encore nos autorités, pour dire que les renseignements sécuritaires ne doivent pas être seulement l'apanage et exploité par les militaires. Les renseignements, il faut collaborer avec les services d'enquête. Les membres des comités consultatifs de sécurité de Bamako ont bénéficié la semaine dernière d'une session de renforcement de capacités. Objectif, mieux répondre aux besoins d'insécurité et faciliter le contact entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Le cadre a été organisé par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité en collaboration avec le Cap Sahel. Compte rendu Aminata Brima Ouedraogo avec le concours de la DIRPA. Renforcer les liens de coopération entre les forces de défense et de sécurité et la population, voici l'objectif du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité à travers le comité consultatif de sécurité. D'où cette session de renforcement de capacité qui vise à mieux répondre aux besoins d'insécurité. Ces sessions sont d'une grande importance pour nous tous présents car elles touchent les acteurs clés du secteur de la sécurité au niveau régional et au niveau des communes. Et selon notre analyse, la mise à jour des compétences de ceux-ci contribue à favoriser l'amélioration de la gestion concertée et partagée de la sécurité, en tenant compte, bien évidemment, des rôles et des responsabilités de tout un chacun. Le Mali s'était engagé dans un processus de réforme du secteur de la sécurité depuis 2013, avec comme objectif global la quête de la sécurité humaine. Dans le but d'atteindre les objectifs, le gouvernement de transition a adopté une stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité qui constitue la base juridique du processus au Mali. Durant 3 jours, les participants ont été mieux outillés sur les notions telles que la police de proximité, les menaces et défis sécuritaires actuels ou encore des questions liées à l'environnement. Il s'agit en toile de fond de renforcer la confiance entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité. Nous avons eu à approfondir les connaissances
sur l'élaboration des plans d'action pour les CCS. Nous avons retenu que la sécurité et le développement sont étroitement liés. Les notions acquises par les bénéficiaires de cette formation, qui a enregistré la présence du gouverneur de Bamako, vont contribuer au renforcement du dispositif sécuritaire. Ceci à travers une collaboration renforcée entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Je vous l'annonçais à l'instant, plus de 5 millions de nos compatriotes ont besoin d'assistance alimentaire, environ 1,2 million en situation de crise alimentaire, alors que l'État et ses partenaires doivent mobiliser 165 millions de dollars. Les statistiques ont été rendues publiques lors de la réunion de partage des documents du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire avec les partenaires techniques et financiers tenus cet après-midi au ministère des Affaires étrangères. La mobilisation des partenaire a été apprécié par le chef de la diplomatie qui présidait les travaux. Le point avec Alousseni Touri. Élaboré par le gouvernement lors de la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire, le plan national de réponse est un document qui renseigne sur la situation alimentaire et les stratégies de gestion de la situation. Cette année, le besoin s'élève à plus de 165 millions de dollars. Nous avons près de 5 millions de personnes qui sont en phase stress, c'est-à-dire que la phase qui fait que lorsqu'on n'intervient pas, ces personnes-là peuvent tomber en insécurité alimentaire sévère. Mais pour les personnes qui seront en besoin d'assistance pendant la période de soudure, c'est-à-dire pendant la période allant de juin à août, ces personnes-là sont au nombre de 1,4 million de personnes et vont recevoir une assistance de la part de l'État et complétée par nos partenaires techniques et financiers. Je reviens de Tombouctou où 150 000 personnes sont concernées par cette situation. J'étais avec le programme alimentaire mondial et là-bas nous avons lancé des distributions de pré-soudure que le PAM est en train de faire sur place, mais aussi nous avons travaillé avec les autorités locales et les populations pour résoudre un problème majeur qui concerne les 3 plaines de Tombouctou qui alimentent la région en riz. Et cette région de Tombouctou est autosuffisante en riz grâce à ces 3 plaines surtout. Et donc les inondations de l'année dernière ont créé des brèches au niveau des digues et il faut des travaux confortatifs pour permettre de sauver la campagne. Les partenaires techniques et financiers se sont engagés auprès du gouvernement pour aider à combler les besoins alimentaires. Les interventions des acteurs non étatiques réunis au sein du cluster sécurité alimentaire ont prévu la distribution des vivres, le soutien nutritionnel aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que des programmes de renforcement des moyens d'existence pour aider les communautés à devenir plus résilientes face au choc. Quant au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, il s'est félicité de la grande mobilisation dont ont fait preuve les partenaires du Mali. Aussi a-t-il rappelé l'attachement des plus hautes autorités à la satisfaction des besoins vitaux de la population, parmi ceux-ci la sécurité alimentaire. L'importance de ce plan national de réponse 2025 est illustrée, si besoin en était, par son adoption lors de la 21e session du Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, présidé par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, le 30 mars dernier. Conformément à la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui place les besoins vitaux des populations au cœur de l'action publique, ce plan national de réponse vise à préserver la vie et la dignité des populations ayant des besoins critiques à travers une assistance multisectorielle d'urgence adéquate. Nous gardons hélas en mémoire le triste souvenir des pertes tragiques causées par les inondations l'année dernière. En réaction, le gouvernement, avec le concours de ses partenaires, a déployé une réponse multisectorielle qui a permis d'atténuer les souffrances des populations sinistrées et de jeter les bases d'une reprise progressive. Quelques recommandations et suggestions ont été formulées pour une meilleure réussite de cette campagne. Les membres du gouvernement en ont pris bonne note et promis d'en rendre compte.
Améliorer durablement la qualité de l'éducation pour les enfants du Mali, surtout en termes de scolarisation et maintien des filles à l'école. C'est l'objectif des projets FIER, PASCOFI, Défi Mali, SCOFI, Co-Water et Empower. Pour une meilleure coordination et un partage d'expériences de ces projets, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un mécanisme de coordination de ces projets dénommé MECOP-SCOFI. La 4e réunion du comité directeur conjoint vient de se tenir ici à Bamako. Le point avec Abibatou Koyan Diakité et Sambou Diakité. MECOP-SCOFI est un mécanisme de coordination des projets de scolarisation des filles mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, au sein duquel se tiennent conjointement les comités directeurs des projets concernés. Il s'agit de 5 projets financés par le gouvernement du Canada à travers Affaires mondiales Canada au Mali. Ces comités conjoints que nous avons instaurés permettent de sortir de l'isolement programmatique pour créer des synergies concrètes, éviter les doublons et surtout accélérer les résultats en faveur de l'accès, du maintien et de la réussite scolaire des filles, partout où les défis sont les plus grands. Il s'agira pour nous tous, acteurs, exécutants, superviseurs, bailleurs de fonds, d'évaluer l'état d'exécution ainsi que les orientations et les plans de travail annuels des 5 projets à nous soumis, à savoir SCOFI, PASCOFI, Défi, FIER et Empower. Ces projets sont concentrés dans les régions de Ségou, Sam, Bandiagara, Mopti, Gao et Tombouctou. Et cela s'explique en raison du conflit qui a secoué certaines zones du pays. Selon la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali 2024-2033 et de 2019 à 2023, le nombre d'écoles fermées ou non fonctionnelles est passé de 1113 à 1659, affectant plus de 194 200 enfants et adolescents et 300 enseignants et enseignantes. Ces projets ont permis d'améliorer les conditions de maintien des filles à l'école. Grâce à ces projets, nous avons pu atteindre un ensemble de résultats en termes de formation, en termes de renforcement de capacités, en termes de sensibilisation des communautés pour qu'elles comprennent que l'éducation des filles est une priorité essentielle pour notre pays. Cette 4e réunion s'est tenue à Bamako à midi, heure locale, pour permettre aux différents sièges d'y participer par visioconférence à partir du Canada. Éducation au Mali, quelle direction? La question était au centre d'une vidéoconférence qui s'est déroulée à l'ambassade du Mali à New York aux États-Unis. Elle est organisée par Mali Watch avec comme principaux invités les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La conférence était présidée par l'ambassadeur du Mali aux États-Unis, Sékou Berté. Le compte rendu avec Salif Ouedraogo. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur en partenariat avec la diaspora malienne accordent l'aide violente pour booster davantage le rendement du système éducatif malien. Cela à travers un partage d'expériences autour du thème éducation au Mali. Quelle direction? Tout ce qui peut nous aider à avancer, à améliorer ce que nous faisons et la façon dont nous le faisons, c'est bienvenu. Notre diaspora, nous l'avons salué à maintes occasions. Le thème de cette vidéoconférence est l'éducation au Mali, quelle direction prendre? La réponse des experts sur le système éducatif au Mali ont éclairé la lanterne de l'assistance. Cette vidéoconférence est une contribution de la diaspora malienne. Échanger sur l'apport de la diaspora intellectuelle, de la diaspora universitaire au système éducatif malien. Éducation nationale et enseignement supérieur. Donc c'est une rencontre d'une très haute importance avec des contributions de très grand niveau. Nous exprimons notre empressement évidemment à recevoir ces recommandations. Elles vont nous aider à travailler de façon très formelle avec cette diaspora intellectuelle nationale. Au cours de cette rencontre meublée de panels d'échange et de partage d'expériences, il s'agit de tirer profit des recommandations en lien avec les réalités maliennes à la faveur de l'éducation nationale.
L'université Yambo Wologem de Bamako dispose désormais du cycle master en langue, littérature et civilisation germanique. La rentrée de la première promotion a été faite vendredi dernier au cours d'une cérémonie solennelle initiée pour l'occasion. L'ouverture de ce master vient combler un vide entre les cycles licence et doctorat qui sont déjà opérationnels au sein de l'établissement. Tiemoko Konati. 9 étudiants, dont une fille, forment la toute première promotion du master de la filière germanique de l'université Yambo Wologem de Bamako. L'ouverture de ce cycle résulte d'un processus enclenché depuis plus d'une décennie. Cette formation aura pour centre d'intérêt la langue, la littérature et la civilisation. Ce master-là vient combler un vide, comme je l'ai si bien dit. Donc, en ce moment, le département études germaniques est en besoin crucial d'enseignants qualifiés. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, pour pouvoir enseigner à l'université actuellement, il faut au moins un master. C'est pour nous un rêve devenu réalité, car nous avons été envieux des auditeurs en master d'autres départements qui, depuis quelques années, ont connu une avancée remarquable en ce sens. Nous avons vu passer des années, de nombreuses années, en espérant. Et notre espérance n'a pas été déçue. Un pas de géant donc dans la formation académique au sein de l'établissement qui devra contribuer à renfermer les liens de coopération entre le Mali et l'Allemagne. C'est un jour très heureux pour l'Allemagne, pour la langue allemande. Ceux qui ont bien voulu apprendre l'allemand. C'est grâce à eux que les relations germano-maliennes restent toujours aussi solides et étroites et franches. Après maintenant 65 ans. Nous avons quand même que l'Allemagne a été le premier pays à reconnaître l'indépendance du Mali en 1960. Et que cette langue, c'est lui qui traîne les pieds en matière de formation, c'est pas quelque chose de très intéressant. Et voilà pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui que le master là, c'est lui que soit lancé dans le secteur académique dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. C'est lui que pour sortir notre pays de toutes les crises, c'est lui qu'elle est en train de traverser. Cette cérémonie marque l'effectivité du démarrage du cycle master en allemand à l'université Yambo Wologem de Bamako. Les étudiants y ont fait une prestation de sketch portant sur les relations interpersonnelles, brisant toute appartenance sociale. Une remorque transportant un bulldozer bloqué sous l'échangeur du rond-point de la cité administrative a créé aujourd'hui des embouteillages, un état de fait qui, selon les usagers, est l'une des conséquences de l'incivisme des réactions dans ce reportage signé Tiamoro Konati. Asphyxie totale pour cette remorque transportant un bulldozer. Depuis environ 24 heures, l'engin demeure coincé à cet échangeur au niveau du monument de la paix, au rond-point de la cité administrative, occupant une grande partie de l'artère au détriment des usagers de la route. Voir qu'on n'a pas de route, ça pose énormément de problèmes parce qu'il y aura trop d'embouteillages encore. Même actuellement, on était déjà bloqué déjà. En tant qu'usager, ça crée de l'embouteillage. Et nous sommes à des heures de travail, donc ce sont des inconvénients en fait. Et ce sont des choses qui ne devraient même pas arriver. Parce que vu la hauteur, le conducteur devait savoir que ça ne pouvait pas passer. Bon, ça cause assez de désagréments comme des embouteillages et l'endommagement de l'engin et de l'infrastructure. En dépit des efforts déployés pour y trouver une solution idoine, en l'occurrence le dégonflage des pneus, la problématique demeure intacte. Nos interlocuteurs pointent un doigt accusateur sur le non-respect des normes en matière de transport. Moi, je trouve que c'est un fait exprès parce que normalement, une fois que tu t'engages, normalement, tu dois contrôler d'abord en haut. Si tu vois qu'une fois que ça touche, moi, il faut essayer de reculer un peu en arrière. Ouais, c'est de l'incivisme alors. C'est le non-respect des consignes données par la circulation. Si, c'est un fait exprès, parce que les panneaux montrent ici que ce genre de véhicule ne peut pas passer sous les ponts comme ça. Vous voyez? Tu vois même les véhicules est coincé. Si tu vois ça, vu les panneaux, ça prouve qu'on ne peut pas passer comme ça. L'échangeur sera un peu endommagé. À vrai dire, il n'y a pas de sanctions maliennes. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. On s'interroge alors comment un tel blocage a pu survenir. En attendant la solution, les forces de sécurité en charge de la régulation de la circulation s'activent sans répit à atténuer les embouteillages. C'est là au grand bonheur des usagers.
Revenons sur la soirée culturelle de l'ORTM. Le bal de costumes traditionnels, c'est aussi des remises de prix. Et cette année, il y en avait 5 au total, dont 2 au nom de la chaîne 2. Le roi et la reine du bal ont été élus sur place et c'est Madame le ministre de l'Entrepreneuriat qui endosse pour 1 an la couronne de la reine de la soirée. Le directeur général de l'ORTM lui a remis solennellement sa couronne. Cet après-midi, c'était dans le locaux de son ministère. Suivons ensemble cette remise ainsi que d'autres temps forts du bal de samedi avec Nyanya Aliou Traoré et Abdoulaye Diarra et Siriki Koulibaly. Admirez la couronne. Merci beaucoup. C'était la reine du bal du costume traditionnel de l'ERTM édition 2025. Le choix a sûrement été très ardu tellement les femmes ont rivalisé de beauté. Toutes les ethnies du Mali étaient représentées. Jugez en vous-même par ces images. Madame le ministre de l'Entrepreneuriat, en digne représentante de 3 régions du Mali, qui a su capter les attentions, particulièrement celles du jury. N'est-ce pas que cela mérite une petite explication de la tenue? Rapidement, je me suis dit, pour avoir quelque chose qui colle un peu avec le thème de la soirée, je vais essayer de faire un mélange culturel. Donc une coiffure sonreille, une tenue dogon, sac, chaussures, bijoux, touareg. Et pour la petite histoire, le foulard que je portais sous la coiffure, d'habitude les femmes sonreilles mettent un petit foulard, il m'a été offert par mon Ségal. Nous avons mis en place un jury. Le jury a été décidé à la dernière minute avec des personnalités du monde des arts et de la culture. Ils étaient au nombre de 5. Ils ont fait le tour de l'esplanade. Ils ont fait leur choix, ils se sont concertés et ils nous ont sorti le roi et la reine avec des explications. Ce n'est pas un choix fictif. Le roi, c'est un jeune Minyanka qui est venu avec la troupe Minyanka, qui était habillé en cotonnade 3 pièces, plus le chichia. Alors pour la reine, le jury aussi a expliqué. Ils ont pensé que Madame le ministre était d'abord une présence mali culturelle plurielle. Elle était d'abord en tenue dogon, ensuite en foulard, je ne sais pas, de sonrail, avec des bijoux tamashek, avec des bracelets. Donc, il y a toute une philosophie, toute une explication qu'ils ont donnée et qui ont fait que Madame le ministre a été choisie. Recevoir ce titre honorifique de reine du bal des costumes traditionnel de l'ORTM est pour moi un immense honneur, un symbole fort et un appel à responsabilité. Ce soir-là, à travers nos tenues, nos danses, nos chants, nos gestes, nous avons célébré l'âme même du Mali, la culture. Cette richesse plurielle qui fait notre force, notre beauté et notre unité. Ce bal est plus qu'un événement festif. C'est une déclaration de fierté, un acte de mémoire et un pont vers l'avenir. Une fierté partagée par le roi de la soirée. Moussa Daou, déguisé en véritable roi Mianka, a mis en relief la culture de la 16e région du Mali. Lui et tant d'autres hommes ont magnifié le Mali de nos ancêtres. Tout d'abord, je remercie infiniment l'ORTM
qui a initié cette cérémonie et qui nous a offert l'occasion de venir ici pour remporter ce prix. Généralement au niveau du Miangala, c'est un habillement que nos parents portent. Et nous on cultive le coton, on transforme le coton au niveau local et on le transforme en habillement pour le porter. Non, je n'avais pas dans l'esprit que je serais choisi comme le roi de la soirée. Mais naturellement, quand on m'invite à une soirée traditionnelle, culturelle, je m'habille comme ça. Le bal de costume traditionnel, c'est aussi un moment de récompense. Les auditeurs de la chaîne 2 choisissent les meilleurs artistes nationaux à travers les émissions Face au Kunkan, animées par Lamine Sissoko, et Multitop par Moussa Tidjani Kanté, MTK pour les fidèles. Cette année, ce sont respectivement Soulbi et Bigini Baraga qui ont reçu les trophées. Arrêtons-nous un instant sur le champion de la lutte traditionnelle, Balamba, aux couleurs de l'AES. Aux prises, 20 lutteurs dont 10 du Mali, 5 du Burkina Faso et les 5 autres du Niger. La finale s'est jouée entre le Mali et le Niger. Et c'est le Malien Lamine Djanda, charretier de profession, qui est sorti vainqueur. Cette soirée dédiée au brassage ethnique, c'est également des moments d'escapade et de relâchement. Et regardez ces pas de danse du directeur marketing de l'ERTM, Mahamadou Kone. Je vous laisse les attribuer à une contrée du Mali. Voyons à présent ce Mali où il n'y a pas de frontières. Saluons les efforts de Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui se laisse aller au rythme du Nyokan Miaka, tout comme Madame Rakitala du CNT et Madame le ministre Oumoussal Sek. 2025 déclaré année de la culture par les autorités de la transition est bien parti. En tous les cas, la chaîne publique est en train de jouer pleinement sa partition. Notre diversité culturelle n'est pas un obstacle. Elle est notre socle. Elle nous rappelle que du fleuve aux dunes, des montagnes aux plaines, nous formons un seul peuple, uni par des valeurs communes. Le respect, la solidarité, la dignité. Allez, en avant, que tous s'y mettent afin que notre Mali brille au firmament des étoiles dans la paix et dans la cohésion sociale. Focus à présent sur les différentes scènes qui ont meublé ce rendez-vous du donner et du recevoir, toujours avec Nyanya Aliou Traoré et Siriki Koulibaly. Le RTM, une fois de plus, a répondu à sa mission de service public. Cette fois, sur le terrain de la valorisation et de la promotion de la riche culture malienne. Le CICB a aménagé le temps d'une soirée, nous plonge dans ce Mali fort de sa diversité. Un petit tour sur les différentes scènes nous édifie sur ce patrimoine à sauvegarder. Ici, vous avez les lutteurs, ils étaient nombreux à se prêter à ce jeu qui remonte très loin dans le folklore des plateaux d'Ogo. L'entraîneur fait son travail. Allez, entraîneur, un véritable régal partagé par un public admiratif qui n'a pas manqué une seule miette du spectacle qui a duré des heures. Les déhanchements et la musique de fond informent les avertis que nous nous approchons des Peuls.
Nos fidèles bergers, fiers propriétaires de bœufs, se sont surpassés dans la représentation. Du lait frais, on y avait droit en quantité partout durant la soirée. Ici, les Sarakoulés. D'ailleurs, leur prestation sur la scène principale a été un véritable moment de communion entre les invités. Chacun s'est défoulé au son de leurs instruments comme si c'était du déjà connu. Les rythmes du balafon, en partage chez les Mianka et les Bois, ont tenu toutes leurs promesses. Jeunes filles et garçons, face à face, se défiaient au pas de danse. Beau monde à l'unisson célébrait le Mali fort de son multiculturalisme. Et justement, c'était le message fort lancé par les membres du gouvernement présents à la soirée. Un Mali un et indivisible. C'est cette force qui émanait aussi de la place aménagée pour la restauration. Les ingrédients des plats proposés sont cultivés chez nous, donc accessibles et nourrissants. Vous avez le fari, l'acra, à base d'haricots, très nutritif, le tau, le laro et le froufrou, appelé galette, tous faits à partir du mil. Et les jus locaux, tamarin, bissap, gingembre, zira, jus de baobab. De vrais délices locaux. Le bal de l'ERTM visiblement tourné vers l'ère numérique. Entre modernisme et traditionnalisme, un stand photo sert de pont. Et devant les flashs, ça se bousculait. Chacun veut marquer dans le temps son passage à ce rendez-vous culturel en ayant sa pose dans son fauteuil en osier magistral. Finissons cette tournée de l'esplanade du CICB par la scène principale. On est vite impressionné par le mouvement d'ensemble des invités. Sans aucune répétition, tous convergeaient dans une ambiance bon enfant et esquissaient sans contrainte les pas de danse appris depuis l'enfance. Parce que ce folklore n'est autre que notre identité et il refait surface sans la moindre difficulté. N'est-il pas beau le Mali? Surtout quand il est célébré dans sa diversité culturelle. Et le bal de costume traditionnel de l'ERTM est ce trait d'union qui unit les Maliens. Et voilà, c'était là les temps forts du bal des costumes traditionnels de l'ORTM, un véritable brassage culturel. En 13e région, les représentants de l'État dans les nouveaux cercles et arrondissements disposent désormais des matériels et équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ont reçu des mobiliers et du matériel informatique offert par l'État à travers le ministère en charge de l'administration territoriale. Compte rendu Moustapha Doumbia, Alassane Sangari. Ici au Mali, cette journée du 25 mai a été marquée par un spectacle gratuit dénommé le Grand Concert de l'année de la culture. Cet événement est initié par le ministère en charge de la culture et entre dans le cadre du programme de 2025, l'année de la culture. Cette journée a été mise à profit par les autorités de la transition pour célébrer l'Afrique et l'AES. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer les bâtisseurs de nos mémoires collectives. Je veux dire le président, le feu Modibo Keïta, ses compagnons pour l'unité africaine, mais surtout nous sommes là pour célébrer l'Afrique contemporaine, mais surtout les fils du Sahel, le Sahel debout. Aujourd'hui, nous avons une renaissance culturelle, une renaissance des pères de l'indépendance dans notre territoire, au Liptako Gourma. Aujourd'hui, nous avons ses excellences, le général d'armée Assimi Goïta, le président du Mali et le président du Faso, son excellence Ibrahim Traoré, et son excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, qui ont pris une décision historique, l'avenir de notre espace. Le Mali, comme vous le savez, est membre fondateur de l'Union africaine et même précurseur, parce qu'il y a un travail qui a été fait entre beaucoup de grands de ce monde de l'Afrique avant même le 25 mai à Addis Abeba, date de création de l'OIA. Donc ce soir, nous sommes là pour magnifier cette date. C'est la journée de la renaissance du continent.
c'est un symbole pour les jeunes générations, qu'elles sachent que depuis 1963, les Africains se battent, les leaders de ce continent se battent pour apporter à l'Afrique sa souveraineté, sa dignité, son indépendance économique et culturelle. Et nous sommes sur cette lancée. Le président de la transition nous a instruit cela et le gouvernement de la transition va continuer cette œuvre. Et nous comptons sur la population malienne, particulièrement la jeunesse et les femmes, pour réussir ces grands challenges. Les artistes maliens, burkinabés et nigériens ont saisi cette opportunité pour véhiculer des messages de paix et de l'unité entre les peuples de l'AES. Qu'il y ait des occasions comme ça pour réellement une meilleure cohésion des gens et que chacun vienne avec sa différence pour le conjuguer avec la différence d'autrui pour créer le Mali de demain. Il n'y a pas toute génération confondue. J'ai déjà félicité le ministre de la Culture et le soutenir dans tout ce qu'il fait au nom du Mali, au nom de la culture. Et nous invitons tous les Maliens à supporter la culture. Malgré les heures tardives, les deux membres du gouvernement ainsi que l'ambassadrice du Burkina Faso sont restés aux côtés des artistes jusqu'à la fin de la soirée. Vous l'aurez compris, c'était là la première édition du concert géant de l'année de la culture et c'était hier soir sur la place du cinquantenaire. Cette première édition a été l'occasion de célébrer également la journée du 25 mai, jour de l'Afrique, mais aussi l'AES. Plus de une vingtaine d'artistes du Mali et des pays de l'AES y ont pris part. L'événement était présidé par les ministres en charge de la culture et de la communication. C'était un reportage de Ibrahim Kaou Konati. Les journées d'enrôlement à l'assurance volontaire pour la culture AVOC ont démarré au Centre international de conférence de Bamako, une initiative soutenue par le ministère chargé de la culture en collaboration avec les organisations fêtières de la culture et de l'artisanat. L'objectif est d'atteindre environ 1 million d'artistes inscrits par an. Mariam Koulibaly. Ces journées d'enrôlement à l'assurance volontaire pour la culture AVOC offrent l'occasion aux artistes, acteurs culturels et artisans d'adhérer à la dynamique de protection sociale en leur faveur. Un moment tant attendu par les bénéficiaires. C'est une très belle initiative et que nous encourageons, que nous soutenons également parce que c'est une première. Voilà, ça fait très longtemps que nous cherchons une opportunité de rentrer dans la protection sociale des artisans, des artistes et même des guides touristiques et autres. Dieu merci, l'opportunité vient d'arriver, donc il nous reste de mobiliser nos ressortissants. Le dispositif qui intervient dans le cadre du projet Mali Culture 2025 garantit aux adhérents 3 services essentiels, notamment l'assurance maladie, l'allocation familiale et la pension des retraites. L'AVOC est ouverte à tous les acteurs privés relevant des fêtières de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Il est extrêmement important qu'on vienne s'enrôler. Pourquoi ? Ça permet de garantir non seulement un présent, mais aussi un avenir radieux pour nous les artistes, nous les acteurs culturels et les artisans qui sortons finalement de la précarité au même titre que les autres corps de métier. Il n'est pas rare que les artistes reconnus soient contraints de lancer des appels à l'aide pour la prise en charge de leur ordonnance ou pour le paiement de leur loyer. Donc c'est donc en réponse à cette précarité et dans le cadre de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui préconise l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale, que notre département et le ministère de la Santé, avec l'appui technique de l'Institut national de prévoyance sociale, ont initié l'AVOC. L'activité des 10 jours est une invite aux artistes et artisans à adhérer au programme. Il est attendu l'enrôlement d'environ 1 million de personnes par an. Je le disais tantôt, en 13e région, les représentants de l'État dans les nouveaux cercles et arrondissements disposent désormais des matériels et équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les détails avec Moustapha Doumia. C'est un appui de l'État à des préfets et sous-préfets de nouvelles circonscriptions administratives de la région de Dioïla.
Un appui composé, entre autres, de mobilier, de matériel informatique et de téléviseurs. Au terme de la loi 006 du 13 mars 2023 portant création des circonscriptions administratives, la région de Dioula comporte 6 cercles, 13 arrondissements et 23 communes. Et chaque circonscription a été dotée des représentants de l'État. L'État, à travers le ministère de l'administration du territoire, vient de doter ses chefs de circonscription en matériel de bureau et de logement. C'est pour leur permettre de travailler de manière efficace et efficiente. Donc nous exhortons les heureux bénéficiaires à en faire bon usage. Nous remercions infiniment les plus hautes autorités de la transition, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cet appui témoigne de l'engagement de l'État à améliorer les conditions de travail des autorités administratives, un engagement bien perçu par les bénéficiaires. Nous tenons à exprimer notre sentiment de fierté pour avoir reçu de l'État ces équipements pour nous mettre dans les meilleures conditions de travail. Des équipements et matériels informatiques, et des équipements pour le bureau et également pour les domiciles. Donc nous sommes vraiment comblés d'avoir reçu ces équipements qui sont venus à point nommé. Et cela nous réconforte davantage. Les bénéficiaires ont promis de faire une utilisation judicieuse des matériels et équipements. Plus de 19 000 milliards de francs CFA d'encours de crédit, plus de 5 000 milliards de fonds propres. La caisse Gnessigiso de Kita se caractérise par plus de 27 000 milliards de francs CFA de bilan consolidé. C'est ce qui ressort de la 25e Assemblée générale ordinaire annuelle tenue sur place à Kita le week-end dernier. De Kita, le compte-rendu de Mahamadou Alioubari. Cette 25e Assemblée générale ordinaire annuelle de la Caisse Gnessigiso de Kita porte essentiellement sur l'examen des rapports d'activité et l'approbation des comptes de l'exercice 2024. La lecture des différents rapports d'activité financiers vous serez édifié sur notre caisse qui ambitionne d'une façon constante d'accompagner nos populations dans leur quête du bonheur pour être en harmonie avec le slogan Gnessigiso. Il y a les activités qui sont prévues dans le cadre des rapports concernant les activités menées au cours de l'année 2024 par les différents organes, à savoir le conseil d'administration, le comité de crédit et le conseil de surveillance de l'exercice 2024. Au cours de cette 25e assemblée, il ressort que les résultats en croissance du bilan et nombreux indicateurs de portée sont forts et encourageants. Le taux d'impayé a dépassé les 10% d'encours crédit contre 8% de l'année dernière. Au 31 décembre 2024, Gnessigiso affichait 17 milliards 72 millions de volume d'épargne, 19 milliards 304 millions d'encours de crédit, 5 milliards 9 millions de fonds propres, 27 milliards 360 millions de bilan consolidé, 299 employés salariés et 210 dirigeants bénévoles. Je ne doute guère que les documents qui vont être soumis à votre appréciation feront l'objet d'un minutieux examen en vue d'orienter les administrateurs vers des stratégies d'action à valeur ajoutée pour vos entités de base, notamment celles relatives à la mise en conformité et à la réglementation qui demeure un défi essentiel pour les systèmes financiers décentralisés au Mali. La caisse Gnessigiso de la zone de Kita joue un rôle prépondérant dans l'économie nationale et particulièrement dans la 12e région administrative du Mali, à travers ses caisses de Badenko, Djidjan, Sirakoro et Kassaro. Les pèlerins maliens ont déjà accompli le Umrah. Ils se préparent pour le Hajj à la Mecque pour dire que tout se passe bien grâce au soutien des plus hautes autorités du pays. Cependant, on annonce la mort de 2 pèlerins à Méline. Toutes ces informations émanent du directeur général de la maison du Hajj, Abdul Fattah Sissi. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Toumani Diabaté, Amalandouré, Suleiman Kenza Sidibi. Le bilan vraiment est positif aujourd'hui parce que aujourd'hui on peut donner la confirmation que l'ensemble des quotas octroyés au Mali est consommé à 100%. Il s'agit de 13 323 pèlerins et les 12 800 sont déjà arrivés à la Mecque.
Aujourd'hui, on est avec le transport des pèlerins vers la Mecque. Après 8 jours de séjour ici à Médine, voilà, on est avec notre 2e et 3e vol et les 4e, 5e vols vont suivre après. Et les délégués, ils sont déjà à la Mecque pour accueillir les pèlerins qui sont en route. Voilà, tout se passe très bien, il n'y a pas vraiment de problème. On peut donner la confirmation aujourd'hui que vraiment il n'y a pas de problème pour ce qui concerne les pèlerins maliens, que ce soit à Médine et à la Mecque, et tout se passe très bien et le bilan est positif. Le bilan santé, Dieu merci, tout se passe très bien. Certes, il y a eu des maladies, il y a eu des cas de décès, 2 cas de décès côté filière privée, mais on peut donner la confirmation qu'aujourd'hui, les pèlerins maliens se portent très bien, alhamdoulilah, Dieu merci. Et ils ont déjà commencé à faire leur umrah pour se préparer pour le Hajj, Mina, Arafat, Muzdalifa à partir du 6 juin, Inch'Allah. Au Niger, les activités civilo-militaires entrant dans le cadre de l'exercice militaire Taranakal se poursuivent activement à Tilia. Hier, les envoyés spéciaux Gérard Abdul Aziz et Mahamadou Adamou nous ont fait découvrir ce qui se fait dans les domaines de l'hydraulique et de l'élevage, et ceci après le lancement par le préfet de la dite localité d'une opération de salubrité publique. Je vous invite à suivre le reportage. Pour l'honneur de la patrie, retentissant ce dimanche matin au centre de santé intégré de Tilia à travers des élèves lors de l'opération de salubrité lancée par le préfet du département et qui a concerné outre le CSI, la morgue, les rues marchandes. Ce sont les activités civilo-militaires ACM de l'exercice militaire national Taranakal 2 qui se poursuivent de plus belle. À travers cette activité ACM, vraiment, ça permet au moins de créer un climat de confiance et permettre à cette population d'être plus résiliente. Parmi ces ACM figure également la distribution d'eau potable aux ménages n'ayant pas accès facilement à cette denrée précieuse. Nous avions trouvé les sapeurs-pompiers chargés d'exécuter la tâche en train de servir des réfugiés maliens. Nous avons ravitaillé 127 ménages en eau, soit une quantité de 44 125 litres d'eau. À une moyenne de 50 ménages par jour, nous comptons assister jusqu'à la fin des opérations un effectif de 327 ménages en eau. Aujourd'hui, on est le 3e jour de l'activité. Côté déparagitage, en moyenne, on déparasite jusqu'à 700 petits ruminants par jour. Donc, pour les traitements, on traite environ 20 têtes par jour. Dans la mise en œuvre de ces ACM, la jeunesse de Tilia a été beaucoup impliquée. Elle ne peut que se réjouir d'une telle initiative. Avec cet exercice Taranakal, la communauté de Tilia, la jeunesse en particulier, a profité. Nous disons merci au président de la République, chef de l'État. Les autorités administratives et coutumières aussi ont saisi l'opportunité pour présenter au nom des populations de Tilia leur gratitude à l'endroit des plus hautes autorités militaires pour l'attention particulière qui leur est accordée. Taranakal 2, c'est jusqu'au 28 mai prochain, de même que les ACM y afférentes. Le ministre burkinabé des Mines a pris part la semaine dernière au congrès écologique international Nevski à Saint-Pétersbourg en Russie. Au cours de ce forum, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane a animé un panel sur le thème solutions bas carbone pour le développement d'une économie verte avant de s'entretenir avec le vice-ministre russe des ressources naturelles et de l'environnement. Le résumé avec Abdul Karim Maman Barmou. C'est dans ce splendide édifice que s'est tenu pendant 48 heures d'horloge le fameux congrès écologique international dans la ville du Saint-Pétersbourg, tout naturellement en Russie.
Le point d'achoppement de ce forum grand format s'est articulé autour d'un seul axe principal qui est solution bas carbone pour le développement d'une économie verte. Et la présence du Niger dans ce cercle s'explique du fait que ce pays fait partie des leaders du marché mondial d'uranium. Mieux encore, le Niger en est l'un des plus importants fournisseurs de matières premières pour l'industrie nucléaire mondiale. Les congressistes conscients des risques environnementaux liés à l'industrie minière se sont résolument penchés sur les voies et moyens afin de trouver des solutions idoines bas carbone pour le développement d'une économie verte. À cet effet, deux questions majeures se dégagent. Primo, dans quelle mesure de développement de l'extraction d'uranium est-il promoteur et comment les problèmes de bien-être environnemental sont-ils résolus dans les pays concernés? Secondo, une stratégie gagnant-gagnant est-elle envisageable pour contribuer à l'énergie verte sans nuire à la nature? À question pertinente, bien entendu, réponse pertinente avec l'intervention du ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarch Ousmane. En marge de ce forum ayant regroupé plusieurs pays concernés par cette question cruciale liée aux solutions bas carbone pour le développement d'une économie verte, le ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarch Ousmane, qu'accompagne une forte délégation, s'est longuement entretenu avec le vice-ministre russe des ressources naturelles et de l'environnement, Dimitri Tetenkin. Le renforcement de la coopération entre les deux pays était au centre des échanges. Focus Santé s'intéresse ce soir à la gale. Le parasite de cette infection cutanée séjourne pendant 2 à 3 semaines dans le corps avant de manifester les premiers signes. Ces signes primaires sont des démangeaisons suivies des boutons sur le corps. Plus de détails sur cette infection qui touche la peau dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et Oumar Katraouri. Enfants, adultes, tout le monde est concerné par la gale. Cette infection cutanée, communément appelée en bamana, kurosa, est très contagieuse. Elle est due à un parasite. Quand la gale apparaît, elle peut couvrir tout le corps à part le visage. Ses premiers signes commencent par de fortes démangeaisons, surtout pendant la nuit. Lorsqu'on entre en contact avec ce parasite, il faut 2 à 3 semaines pour manifester les premiers signes. Et ce signe, c'est les démangeaisons. Et ces démangeaisons vont toucher des zones particulières de la peau, qui sont entre les doigts, au niveau des coudes, au niveau des genoux, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau des organes génitaux externes et au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds chez les nourrissons, les bébés. Ce n'est pas une maladie des pays pauvres ou des pays riches. La gale sévit dans tous les pays. Et on peut l'attraper dans plusieurs contextes, dans les transports, au cours des événements et même dans les hôpitaux. Chaque fois qu'il y a une promiscuité, un rapprochement entre quelqu'un qui a la gale, quand on est proche, on peut avoir la maladie. Le traitement de la gale ne concerne pas uniquement la personne infectée. En principe, toutes les personnes qui sont en contact avec le patient, même s'il n'y a pas de signes d'infection, doivent également se faire traiter car le parasite se propage très vite. Le traitement, il est à base, on peut donner des comprimés lorsqu'il y a beaucoup de cas familiaux, ou on peut donner également une solution externe qu'on applique sur toute la peau. Lorsqu'on utilise les médicaments en application externe, c'est une seule application. On demande d'appliquer le produit et de rester 24 heures avec le produit sans se laver. C'est suffisant pour traiter la gale. Et on donne le même traitement à toute la famille parce que la maladie est très contagieuse. C'est une maladie qui démange beaucoup. La première complication, c'est les infections bactériennes. Parce que la personne, en se grattant, il y a des petites blessures sur la peau par lesquelles des microbes peuvent passer, provoquer une infection. À la longue, la maladie peut aussi s'exématiser. Il va avoir beaucoup de parasites. Le malade va avoir comme des croûtes partout sur la peau. Ça, c'est les formes avancées sans traitement. En plus des traitements médicamenteux, les mesures d'hygiène viennent en complément pour éliminer l'infection. D'autres mesures sont associées. Il s'agit notamment soit de repasser les habits
ou encore de tremper les habits dans de l'eau tiède. Parce que ces parasites-là, ils meurent à 50 degrés. Donc lorsqu'on trempe les habits dans de l'eau tiède, ça tue les parasites qui restent accrochés aux vêtements. Et on demande également d'exposer les matelas au soleil, comme nous avons le chaud soleil chez nous, ce qui est une chance. On expose les matelas au soleil pendant 30 minutes et on change de face, de côté. Et en ce qui concerne également les fauteuils, tout ce qui sont les meubles qui sont en éponge, on peut pulvériser soit un insecticide ou bien les mettre aussi au soleil. Donc ces mesures-là, associées au traitement de toute la famille, permettent d'éliminer la gale. Dès que vous constatez des démangeaisons, surtout pendant la nuit, n'hésitez pas à vous faire consulter. La prise en charge de ces démangeaisons, considérées comme premier signe de la gale, permet d'éviter la propagation des boutons sur le corps. Des boutons qui sont douloureux et sont accompagnés très souvent de la fièvre. Voilà, c'est ce qui met un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.